Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va s'intéresser au mode de calcul du CPI, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Vous allez voir que ça va être assez intéressant. On va réfléchir comment est calculé eh bien tout simplement l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, mais surtout comment a évolué son mode de calcul au travers des années. Et vous allez voir que c'est une sacrée belle arnaque, bien comme d'habitude sur tout ce qui concerne l'inflation. De toute façon, en général, c'est plus ou moins le cas. Mais bon, on va ici vraiment faire un détail assez fort et vous allez voir qu'il y a un changement qui est prévu pour le prochain CPI. Et que, et ben du coup, on est encore dans quelque chose qui va être relativement marrant. Je passe en partage d'écran, donc on est là sur le prix du Bitcoin face au dollar comme d'habitude. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord sur lequel il y a en permanence, on va dire des analyses à la fois en time frame 1 minute ou des éventuelles figures qui pourraient se poser, des choses comme ça. Enfin, vous avez vraiment ici une mine d'informations et une mine de gens vraiment sympas qui peut être très intéressante à suivre. J'en profite également et pour commencer avec entre guillemets la page de pub, la chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Si jamais vous passez par les liens de la chaîne, vous aurez 15% de réduction sur ces 2 exchanges. C'est très important pour la chaîne au sens où le modèle économique, malheureusement, il peut pas trop se baser sur des choses comme des bouquins sur Amazon, des choses comme ça, etc. parce que ça rapporte que dalle. Les pubs YouTube rapportent que dalle aussi, donc nécessairement on est obligé ici de faire la promotion de ce genre de choses et c'est tout à fait normal. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez soutenir la chaîne, si vous avez par exemple déjà un compte, à éventuellement recréer un compte avec le lien de la chaîne si vraiment vous suivez tous les jours, que vous trouvez que le contenu est vraiment cool, etc. Parce que ça sera des clopinettes, mais des clopinettes plus des clopinettes égale à la fin vraiment une chaîne qui perdure dans le temps et qui est là tous les jours en mode c'est bon, on reste là. Ici, sur le prix du Bitcoin, est-ce qu'on fait l'analyse de prix d'abord ou est-ce que je vous fais le sujet d'abord? On va faire une analyse de prix rapide et puis ensuite on reviendra dessus. Globalement, vous le voyez par rapport à ce qui s'est passé hier. Hier, j'ai fait une vidéo dédiée sur les SFP parce que c'est vraiment cool dans ce genre de figure à utiliser. Et on avait dit qu'on avait pris ici de la valeur. Potentiellement, il y avait une possibilité de retourner encore plus bas sous la résistance suivante, on va dire, le verrou, ce que j'appelle des verrous et des portes. Et puis, il y avait aussi cette possibilité sur base de cette épaule, tête-épaule inversée qu'on a eu ici, figure de retournement, et bien éventuellement d'aller chercher plus haut. C'est ce qu'on a fait. On a enfoncé la porte supérieure. Ici, on est venu prendre la liquidité en haut, hein, vous le voyez, et donc à ce stade, vous le voyez, on a fait ce chemin-là. Donc à ce stade, la question c'est à partir de quel verrou désormais on va se retourner. Vous le voyez ici, on a le verrou du bas de la figure, ça c'est la petite figure, hein, c'est pas la très grande figure, et à peu près par ici, on a le verrou supplémentaire. Donc il y a des coups à jouer, bien évidemment, selon les time frames. Pour éventuellement un rebond, à partir du moment où on a pris la liquidité qui était ici, comme ceci. Donc là, pour moi, eh bien, il peut être intéressant d'utiliser le chartisme pour faire un point de vue à ce stade où on en est. Vous voyez qu'on est descendu dans une sorte de biseau descendant comme ceci, qui d'ailleurs match très bien avec la ligne de coup de l'épaule tête-épaule. On a fait un retest, hein, en fait, puis là, on est en train de retester potentiellement plus bas. Je crois que la target, on n'était pas loin de l'atteindre. Voilà, 514 sur Bybit, et la target, elle était à 80, donc voilà, à $70 près. On n'a pas touché pile poil la target de l'épaule tête-épaule, mais on était quand même ici très très proche. Ensuite, on descend dans un biseau, donc une, 2, peut-être une 3 là qui est en train de se faire. Il faudra une 4 et une 5. Les biseaux en général ne font pas de rotation partielle au milieu, donc ça veut dire que on peut potentiellement, je pense ici, aller taper à ce verrou là. Si on regarde la figure, on se dit que là, soit on a la porte ici, hein, excusez-moi pour la nomenclature qui vraiment m'est propre, mais pour moi, voilà, je considère qu'il y a toujours un verrou et une porte dans ce type de figure. C'est-à-dire que si je me mets en time frame 2 heures, par exemple, ici, si j'arrive à m'y mettre, 2 heures, oui, 2 heures c'est pas mal, peut-être même 4 ici, mais vous voyez ici on a du mal à clôturer des 2 heures en dessous de ce verrou, et par contre quand on enfonce, eh ben on enfonce la porte, on essaie d'ouvrir la porte de l'autre côté. Ça peut complètement dévisser, c'est-à-dire celui qui ouvrira un long ici pourra se faire prendre, c'est pour ça qu'on met bien sûr des stop loss et des choses comme ça, mais dans ce type de figure, je trouve que tout ce qui est SFP est vraiment intéressant, au sens où venir prendre un petit peu de liquidité ici, là par exemple on pourrait vraiment viser celui-ci, c'est-à-dire ici on a
un point où potentiellement il y a de la liquidité. Si vous voulez ouvrir une grosse position, vous avez besoin de ces poches-là, vous avez besoin d'intervenir sur ces points-là, donc c'est ce que font les très gros, on va dire les très gros traders, enfin les très gros market makers, etc. Si vous voulez ouvrir une grosse position, il va vous falloir la liquidité d'autres gens, sinon vous allez pousser le prix soit trop vers le bas, soit trop vers le haut, donc vous devez intervenir sur ce type de poche de liquidité-là, parce que vous savez qu'il y aura la liquidation, donc vous allez pouvoir manger du contrat, ceux des autres, tout en absorbant une variation du prix importante. Voilà. Donc voilà, bon pour moi, pas grand chose à dire par rapport à la vidéo d'hier, par rapport à ça. La zone vraiment super premium, ça serait ici d'aller chercher sous les 22 300. Vous voyez qu'il y a une grosse poche de liquidité ici, et là, du coup, de reprendre le grand swing pour aller, le grand swing, enfin, ce sera peut-être plutôt, oui, c'est ça, c'est du swing, oui, quelques jours, on va dire, pour repartir en haut, éventuellement péter en haut cette histoire. Voilà, pour le moment, on a fait cette prise de liquidité là au-dessus de la porte. Bien évidemment, on a une prise de liquidité à faire ici aussi, hein, c'est pas du tout un problème. Qui on va laisser gagner, etc. C'est bien entendu ici la direction sur ce type de système qui pose problème. La market cap totale qui est pile poil au 1 trillion. Donc ça c'est intéressant, on commence à vraiment poser un palier ici sur ce chiffre rond des 1000 milliards. Stablecoin dominance, on va regarder un petit peu. Vous voyez qu'on est pour l'instant peut-être, on a peut-être pété ce flag, un retour peut-être au 13%. Pour le moment, on est en train de faire peut-être une pattern de retournement ici. Hein. Il faudrait vraiment perdre ce plus bas ici pour voir si on va bien dévisser. Donc voilà, sur la stablecoin dominance, bien entendu, on a envie qu'elle baisse pour que les cryptos montent. Ether BTC qui se prend une petite tatane encore, bon c'est pas énorme mais on a perdu ici un support important, vous le voyez là, globalement le vrai gros support pour moi il est au 0,64, mais là on voyait qu'on amorce quand même une descente assez puissante. Je pense qu'Ethereum va reperformer dans pas très longtemps, puisqu'on a beaucoup de shorts sur Ethereum. Là la figure est pas extrêmement jolie, on pourrait peut-être y voir un diamant. Comme ça, en général, les diamants sont des figures de retournement baissière, donc peut-être un retour au 1002, mais bon, pour moi, on est ici peut-être dans quelque chose où on va juste grinder d'abord de la liquidité jusqu'à un peu plus haut, et éventuellement ensuite corriger. Voilà, pour moi, on n'est pas forcément ici sur un diamant type. Bon, vous voyez qu'ici, il y a quand même des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut, donc la chance supplémentaire, c'est de faire un plus haut, encore une fois, plus haut que le précédent. Voilà, on a fait le tour. On va juste, voilà, pour l'instant c'était une analyse de prix rapide, et puis on va désormais basculer sur le sujet du jour qui est le mode de calcul de l'inflation. Alors comment est calculée l'inflation aux États-Unis? En attendant, je vais vous parler, je vais vous mettre la courbe. Non, ça c'est l'emploi, excusez-moi, voilà. Hop. Eh bien, sur l'inflation aux États-Unis, on a déjà, on a deux types d'inflation, et ça a été créé dans les années 80. On a le core CPI et on a le headline CPI. Le headline CPI, c'est tout ensemble, et puis le core CPI, c'est uniquement la demande, on va dire, corriger des événements qui sont potentiellement exogènes, qui appartiennent au reste du monde, c'est-à-dire tout simplement les événements de type pétrole et la bouffe, qui sont pas nécessairement ici produits aux États-Unis. Vous voyez que ça nous donne ici la différence entre le headline et le core CPI, que moi j'ai appelé inflation de l'offre, entre guillemets, celle sur laquelle la Fed ne peut pas agir, et l'inflation de la demande, le fameux core CPI. Ça a été fait dans les années 80, ce distinguo, parce que on estimait à l'époque que l'inflation était trop forte, etc. C'était Arthur Burns qui était le chairman de la Fed à ce moment-là, et qui a dit, bon ben on va vraiment utiliser deux modes de calcul de l'inflation, étant donné que tout ce qui est pétrole, etc., explose complètement. On a besoin ici d'un CPI qui nous permette de calculer tout simplement qu'est-ce qui est sensible réellement aux politiques de la Fed. En soi, c'est pas une extrêmement mauvaise idée, mais bon voilà, ça a ici, vous le comprenez, donné un petit peu ça a déjà changé un petit peu le poids des chiffres, bien évidemment. Ça, c'est une première chose. Après, on va réfléchir à comment est calculée l'inflation, et d'une manière générale, on va dire que l'inflation, c'est une formule qui est fonction d'un panier de consommation. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, pour l'inflation, admettons, on va prendre le mode de calcul français actuel, vous allez avoir les prix en 2022, voilà, sur un panier qui, pour le coup, en général, est calculé sur 2020-2021.
Donc ça, ce sont des habitudes de consommation, d'accord? Et fois 100. Donc l'idée ici, c'est que tout simplement... on va faire que... Ouais, c'est bien comme ça. Oui, c'est bien. Donc du coup, ici, l'idée, c'est de calculer une variation. Je calcule, entre guillemets, comment les prix ont augmenté, en fonction également, tout ça modéré par un panier de consommation. D'accord. Et là, en fait, j'aurais dû dire, c'est plus les prix les prix en décembre, les prix de 2022 divisés par les prix de 2021 pondérés. Si vous voulez, ça donnerait plutôt quelque chose comme ça. Puisqu'on calcule un delta sur les prix. Alors bien évidemment, donc voilà, pondéré par le panier 2020-2021 et le tout, ce ratio-là, fois 100. Admettons qu'on ait 112 en 2022, admettons qu'on ait, et les deux sont calculés en fonction du même panier, vous l'aurez compris, admettons qu'on ait 100 en 2021, puisque c'est l'indice de base, le tout fois 100, ça fait 12% d'inflation, d'accord ? Donc, c'est ça l'idée, on va dire, globale de calcul. C'est plus ou moins comme ça que c'est fait actuellement aux États-Unis, mais il faut comprendre que par le passé, c'était pas le cas. L'inflation est calculée par le BLS, donc le Bureau of Labor Statistics, qui existe depuis 1910, par là, quelque chose comme ça, c'est vraiment très vieux. Et en l'occurrence, auparavant, on avait un panier fixe. Jusqu'aux années 80, on avait un panier fixe. Et ici, on va se focuser sur le panier, c'est-à-dire les habitudes de consommation, d'accord ? On avait un panier fixe, et puis dans les années 80, on dit non, mais il faut un panier de 10 ans là, parce qu'on est quand même sur un vieux mode de calcul, donc un moment où l'inflation est quand même, ici, dans les années 80, c'était violent hein, au niveau de l'inflation. On va faire autre chose, et en l'occurrence, on va passer à un panier sur tous les 10 ans. Modification, je pense, dans les années 90, bon, c'est pas extrêmement actuel, etc. Donc, en plus, les habitudes de consommation évoluent vite, donc on va passer sur un panier de 5 ans. Et dernièrement, je pense que c'était en 2002, je crois, on dit, on passe à un panier de 2 ans. Et il faut comprendre ici à ce stade que non seulement on a modifié tout ça, donc comprenez ici que beaucoup d'analystes, notamment en France, mais il y a des Américains aussi qui disent que c'est le cas, vous disent il faudrait quand même un panier sur 5 ans pour avoir quand même plus ou moins une évolution, quoi. Enfin, savoir comment exactement ça se passe. Et je vais vous expliquer pourquoi le panier est extrêmement important après. Donc d'abord, dans les modes de calcul et dans la façon de constituer le panier, on va ici passer sur... à partir de quelles habitudes de consommation, de quelle année le panier est calculé, mais on va dire comment il est calculé. Globalement, par exemple, en France, je vais parler de la France là, mais après on reviendra sur les États-Unis. En France, par exemple, on ne calcule pas le crédit pour une maison ou un appartement. On ne le calcule pas parce qu'on considère que c'est une dépense qui n'est pas une dépense de consommation, mais une dépense d'investissement. Donc du coup, ça n'est pas ici dans les prix. À l'inverse, vous avez bien entendu les loyers qui sont quand même dans les prix, mais dans le panier de consommation, d'une manière un petit peu obscure, on ne sait pas trop pourquoi, il pèse 10%. Donc trouvez-moi dans votre entourage une personne qui ne possède pas son appartement ou sa maison et ne paye que 10% de son revenu net pour se loger. Moi j'en connais pas, mais bon, si vous en trouvez, bravo à vous. Donc quelqu'un, on va dire, qui gagne 5 000 € par mois et qui vit dans un studio de, je sais pas, en ville, ça serait peut-être, vous auriez peut-être 15 mètres carrés pour 500 € par mois, je sais pas. Bon bref, c'est pas tellement la question ici, mais comprenez bien qu'il y a un problème de panier, bien évidemment, et la manière dont on détermine le panier va bien entendu déterminer les chiffres aussi. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose aussi, c'est que on a un panier qui est calculé de manière... Aux États-Unis, il y a des coefficients de pondération qui s'appellent... Il y a un coefficient notamment qui s'appelle le coefficient hédonique. Hédonique, ça veut dire quoi? L'hédonisme, c'est quand vous profitez de la vie, entre guillemets. Des gens qui sont un petit peu volages, même. En français, il y a vraiment ce côté un petit peu... sur l'hédonisme, ce côté un peu sale, je sais pas. Mais en tout cas, le coefficient hédonique, ça veut dire j'achète des choses d'une qualité supérieure, puisque j'ai de l'argent, entre guillemets. Mais du coup, par exemple du bio, on va prendre l'exemple du bio ici, ou de l'informatique extrêmement évoluée, le tout dernier Apple, etc. Tout ça est énormément pondéré dans le panier de consommation, bien entendu, le CPI. Alors oui, effectivement, le CPI, le problème du CPI, c'est qu'il faut bien avoir une base, hein, donc effectivement,
effectivement, le CPI, il va plutôt se constituer sur des personnes qui vivent en ville, avec un revenu relativement moyen, donc on met les totalement pauvres de côté ici, et on met aussi les gens qui éventuellement sont totalement, entre guillemets, vivent de manière beaucoup plus confortable. Mais c'est pas tellement la question ici, c'est la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi moi, j'ai le sentiment, par exemple, quand on me donne les chiffres de l'inflation, que je me suis pris une tarte sur mon pouvoir d'achat qui est bien plus importante que ce que me donnent les chiffres. Par exemple, moi, j'ai l'impression que quand je vais, depuis 2020, quand je vais, donc, sur la base de calcul du panier, quand je vais faire mes courses, je sais pas, à Grand Frais, ou à Casino, ou à Auchan, ou à Lidl, j'ai pris une tatane de 50% sur mon caddie. Et bien évidemment, ça veut dire que mon panier de consommation à moi ne correspond pas au panier des autres. Et c'est là qu'on va rentrer dans le cœur du sujet, et c'est là qu'on va essayer de réfléchir plutôt à la temporalité du panier. La temporalité du panier, elle est importante, pourquoi ? Parce que, tout simplement, admettons, moi, je suis un viandard, j'aime bien la viande, j'aime bien manger du steak, voilà, désolé pour les végétariens qui nous regardent, etc., mais moi j'aime bien un bon steak saignant, etc., voilà, c'est quelque chose que j'aime le bon bœuf, j'aime vraiment la bonne viande, j'adore ça. Eh bien, et le bon poisson aussi. Mais comprenez bien que peut-être que si jamais le bœuf a pris 50% l'année dernière, je vais peut-être ici naturellement manger un petit peu plus de dinde. Je vais naturellement modifier mes habitudes de consommation. Même chose pour le pétrole. Si le pétrole est à 2 € le litre, je vais peut-être un peu plus covoiturer. Je vais peut-être un petit peu plus ici changer mes habitudes de consommation d'une année sur l'autre. Donc le fait de changer la temporalité du panier en fait inclut effectivement des changements d'habitudes de consommation, mais qui sont dus également à l'inflation, induits par l'inflation. Donc, vous avez ici un panoramique un peu plus sympa de pourquoi on devrait avoir 2 chiffres en réalité. On devrait avoir effectivement une inflation qui est calculée sur des paniers de les 2-3 dernières années pour garder quand même une habitude de consommation à peu près correcte, lisser les événements exogènes de type Covid, par exemple, c'est-à-dire Covid, on avait beaucoup plus d'achats en ligne, par exemple, les gens mangeaient plus à la maison, donc moins de restaurants, enfin voilà, toutes ces choses-là, ça doit pouvoir être lissé. Et puis, dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir, bien évidemment, peut-être un panier de consommation, on va dire, base 2010, par exemple, en France, ou base 2012, il y a 10 ans, ça serait une bonne chose. Ça existe, mais personne ne les regarde, ces chiffres. Donc, je les ai pas là, je vous le dis, on aurait pu ici regarder, mais vous pouvez être sûr que, basé sur les habitudes de consommation 2010, on s'est pris une sacrée tatane sur le pouvoir d'achat. Bref, la question ici, c'est donc, je vous ai expliqué un petit peu au fil du temps comment était calculée l'inflation et le panier de consommation, sur quelle temporalité, etc. Que petit à petit, en fait, ces chiffres sont un peu biaisés parce qu'on tend à réduire le mode de calcul de ce fameux panier. Et en l'occurrence, ici, ce qu'il est très intéressant de regarder, c'est quand vous allez sur la page du Bureau of Labor Statistics, vous voyez que en janvier 2023, il y aura une évolution du panier. Et en l'occurrence, ici, on nous dit que sur le prochain CPI, pour nous, c'est-à-dire celui qui va sortir le 14 décembre, dans 16 jours, finalement, ils ont décidé de passer le mode de calcul du panier à non pas un mode annuel, mais tout simplement une année de data. Une année de data, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va utiliser pour calculer l'inflation 2022, non pas l'inflation 2020 et 2021, mais uniquement l'inflation 2021, enfin le panier 2021. Donc ici, c'est ça qui est drôle, j'ai pas trouvé ici de read more ou de possibilité d'aller chercher plus, mais j'ai un petit peu poussé et on trouve si on cherche un article qui est écrit par le BLS, donc la source officielle, qui a été écrit vraiment il y a 18 jours. Et qui est vraiment extrêmement comique dans la manière de l'écrire, c'est-à-dire qu'ils nous disent que tous les ans, le 14 février, c'est la célébration de l'amour, et ce mois de février, le bureau des Labor Statistics va célébrer une amélioration dans le mode de calcul du CPI que nous espérons que vous allez aimer. Alors je vous passe sur les autres blagues, etc. C'est pas très commun que des statisticiens fassent des blagues dans leur mise à jour de mode de calcul et d'articles. Là, je pense que personne voulait faire l'annonce, donc ils ont pris Jean-Luc, le mec un peu marrant, pour essayer de faire un article par rapport à ça, parce que vraiment, on a aussi cette blague là, weight up, donc du coup le panier, le poids des habitudes, le poids des consommations, attendez un petit peu. Alors, c'est pas tellement la question du ton ou quoi que ce soit, la question c'est effectivement, on risque d'avoir des chiffres
Alors pour les spéculateurs, c'est plutôt une bonne chose. On va dire que nous, on s'attend plutôt à ce que, enfin, ça serait bien que l'inflation baisse. Donc du coup, si on biaise un peu les chiffres, entre guillemets, on peut ici accepter un petit peu la tricherie. Bien évidemment, pour les petites gens qui ne comprennent pas pourquoi ils ont 4-5% d'inflation par rapport à l'année d'avant, alors qu'ils ont l'impression de s'être pris une tatane à 15 ou 20%, et bien évidemment, c'est un petit peu plus douloureux. Mais ça nous ramène à l'idée ici que de toute façon, quoi qu'il en soit, les États ont besoin d'inflation pour pouvoir emprunter. Le débasement d'une monnaie leur permet bien tout simplement le débasement d'une dette existante, hein, ça c'est très important, et que donc du coup, de toute façon, entre guillemets, c'est une fuite en avant vers la dette qu'on est en train de faire là en ce moment, mais on prend cette dette, comment on la paye, quels sont les intérêts qui payent cette dette, c'est tout simplement l'inflation, c'est-à-dire l'argent étant un moyen de transporter votre valeur travail dans le temps, la retraite par exemple, ou ce genre de choses, eh bien c'est vous qui allez payer les intérêts de la dette d'une manière induite, c'est-à-dire totalement cachée et totalement invisible. Par exemple, bien entendu, tout ce qui est salaire et retraite, etc., évolue, vous le comprenez, par rapport au CPI, à l'IPC en France. Donc, bien évidemment, il y a tout un intérêt ici à ce que les petites gens aient des petites retraites, mais un peu plus. Le SMIC évolue par rapport au CPI. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est induit par rapport au mode de calcul de ce chiffre est extrêmement important. Donc ce changement aux États-Unis, il va certainement arriver en France dans pas longtemps. Ce changement aux États-Unis est bien entendu extrêmement bénéfique aux spéculateurs comme nous. Mais, enfin bénéfique, oui, voilà. Mais il est totalement, bien entendu, douloureux pour les gens qui vivent de chèque en chèque. Et l'idée ici, bien entendu, c'est d'éviter à la fois un soulèvement de ces gens-là. Donc du coup, petit à petit, d'une manière, on va dire, avec un despotisme mou, de prendre une partie de leur pouvoir d'achat pour payer la dette. Alors, je vais pas parler de... Bon, on va parler de l'effet Cantillon aussi. L'effet Cantillon. Exemple. L'effet Cantillon, c'est quoi ? C'est l'inflation bénéficie aux plus riches dans sa première forme. Pourquoi ? Parce que tout simplement, admettons, on baisse les taux d'intérêt, on augmente la masse monétaire, ça augmente effectivement l'inflation. Qui va en bénéficier ? Celui qui a une possibilité d'accès au crédit. Celui qui a déjà de l'argent va aller à la banque, et la banque va lui dire « Ouais, vous me collatéralisez ça, il n'y a pas de problème, vous gagnez bien votre vie, etc. » Donc l'impression monétaire bénéficie en premier lieu aux gens qui ont déjà de l'argent. Vous n'avez pas ici alors on peut ici peut-être mettre l'exemple Covid, qui a peut-être sans doute aidé les petites entreprises à ne pas mettre la clé sous la porte, des gens qui vraiment vivent de chèque en chèque parce qu'ils ont des petits business, peut-être qu'il y a eu ça effectivement. Mais dans l'autre sens, on a eu effectivement des taux zéro, voire négatifs pendant un certain temps, et c'était possible d'emprunter des sommes faramineuses pour les gens qui sont déjà riches, et donc de pouvoir spéculer, et donc de pouvoir prendre de l'argent gratuit, de manière à pouvoir le faire fructifier sur des marchés qui pumpent en même temps, puisque de toute façon on n'a que de l'argent gratuit, et puis si vous effectuiez une bonne sortie, à ce moment-là, vous étiez hedgé pour l'inflation sur les 10 prochaines années, tandis que les gens qui vivent de chèque en chèque et qui n'ont pas une éducation financière suffisante, pour le coup, c'est ça l'effet Cantillon, on paye les pots cassés. Donc, injustice sociale, oui, etc. Bon, voilà, après, chacun a son avis un petit peu sur l'idée. Comment c'est calculé en France ? En France, c'est plus ou moins, vous le voyez ici, le mode de calcul sur 2 ans également. C'est le mode de calcul également européen, je crois. Je crois que d'ailleurs, c'est... Oui, c'est le mode de calcul européen. Je sais plus où j'avais trouvé ça. Ouais, c'était là. Voilà. Et les pondérations ont été effectivement mises à jour en 2022. Et surtout sur des agrégations, donc des pondérations où en fait ils se permettent des pondérations annuelles, on va dire désormais, par rapport justement pour lisser un peu l'effet Covid, etc. Toutes ces choses-là. Ici, pareil, on va continuer sur le sujet, mais pourquoi les gens ont l'impression que l'inflation a changé dans le temps, etc. Aux États-Unis, en l'occurrence, on a remplacé tout simplement les loyers par les housing costs, c'est-à-dire que vous êtes plutôt ici, vous prenez la base d'un loyer d'un logement équivalent dans une zone équivalente.
On estime ici que si on regarde les indices normaux, les Américains payent 30% de plus de loyer que 3-4 ans auparavant. C'est-à-dire il y a une augmentation de 30% des loyers aux États-Unis. Mais dans ce qui est réfléchi, dans ce qui est impacté sur le CPI, on a un impact qui est de 3,8%, on va dire. Donc c'est divisé par 10, vous le comprenez. Ici, Owner's Equivalent Rent, c'est quoi? C'est tout simplement, eh bien, pour ceux qui ont un crédit aux États-Unis, et aux États-Unis, les taux sont très souvent variables, non capés, c'est-à-dire que c'est ça qui avait créé la crise des subprimes, etc. C'est que d'un coup, on augmentait les taux et les gens étaient plus capables de payer. Enfin, c'était plus ou moins aussi de la notation, mais c'est pas grave. Imaginez que voilà, on simplifie ici. Et en l'occurrence, on n'est pas ici sur le coût du crédit, mais on est sur le coût des loyers dans la même zone. Et les loyers mettent énormément de temps à augmenter, bien évidemment. C'est un lagging indicator qui va laguer beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est par rapport aux États-Unis, c'est pour vous faire une autre... Ici, c'est pareil, ce que je vous parlais par rapport à l'hédonisme, etc. Par exemple... Vous pouvez faire des substitutions, c'est-à-dire vous pouvez changer un légume pour un autre. Et en l'occurrence, ici, le gouvernement estime que vous pouvez faire ces substitutions-là, ça n'impactera pas votre mode de vie. Donc en fait, ils vont prendre un légume un peu moins cher que l'autre pour faire une substitution. Si jamais vous aimez la carotte, eh ben, je sais pas, ils vont prendre la patate douce à la place et mettre, parce que c'est moins cher, j'en sais rien. Ici, Chain CPI ou CPI normal, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu toutes les arnaques qui existe par rapport à ça et à quel point on est sur plus ou moins l'arnaque du siècle, en tout cas depuis que on est bien évidemment sur, on va dire, depuis 1971 hein, principalement. Donc voilà pour ce point-là. Pareil, en France, c'est pareil, on ne prend pas en compte le tabac. Et le tabac, visiblement, moi je suis plus fumeur, mais le tabac représente 2% de ce que consomment les gens à l'année. Ici, vous voyez les plus fortes hausses sur un an. Combustible liquide, bon ben ça on l'aura vu. Énergie thermique, ça on l'aura vu aussi. Hein. Le gazole, donc tout ce qui est énergie a énormément augmenté, et les fruits surgelés. Et qui sont excessivement dépendants de l'énergie, je pense aussi. Et ici, vous voyez qu'est-ce qui a baissé, les plus fortes baisses. Transport maritime de passagers, super, je prends pas le bateau tous les jours personnellement, mais voilà. Service de laboratoire d'analyse médicale, bon bah génial, si vraiment j'ai besoin ici de faire quelque chose, ça a baissé. Les autres produits médicaux, donc ça je pense c'est les cosmétiques. Et service d'édition et de livres numériques. Et les appareils électroniques pour soins corporels. Donc si vous voulez acheter un de ces services-là, c'est le moment, ça a baissé, et allez-y, c'est bon. Donc voilà pour cette thématique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, ça augmente les chances que les chiffres du CPI du 14 février soient plutôt bons. Je ne sais pas dans quelle mesure, c'est très difficile ici à calculer, mais ça augmente les chances que ici on continue cette trend encore plus, puisque encore une fois, les dés sont pipés hein, et que petit à petit, il y avait déjà eu des petits changements en 2022, en janvier 2022, il y avait déjà eu des petits changements sur le mode de calcul. Mais vous comprenez ici que les dés sont pipés encore une fois, et donc c'est très important de comprendre que effectivement ça ne reflète pas forcément vos habitudes de consommation à vous, mais il n'existe pas une personne en France ou aux États-Unis qui a réellement le panier que ces gens-là mettent en avant. On passe là-dessus. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que c'était bien expliqué, que c'était bien. Parce que c'est important d'avoir je pense pas l'éducation, parce que je suppose que si vous me suivez vous avez une éducation financière qui est déjà bien poussée puisque vous arrivez à comprendre ce que je dis, mais ce que je veux dire c'est de bien comprendre ici à quel point eh bien derrière on a des éminences grises qui vont venir tirer les ficelles. Le BLS n'est pas quelque chose d'indépendant, c'est pas vrai, donc voilà. Ici, apparemment, Sam Bankman-Fried qui serait en train d'essayer de contacter et de faire de l'intimidation sur des anciens employés de FTX. Ici, Charles Hoskinson qui a pour volonté d'acheter Coindesk, visiblement. Je ne sais pas si ça va se faire, mais voilà. Ici, une guerre en Inde. Il y a une petite dispute par rapport au... en fait, je pense que Wazirix est tout simplement un exchange indien, je connais pas, mais apparemment ils sont en train de se faire un petit peu la guerre entre Binance et eux, si j'ai bien compris. Ici, toujours la même chose sur Bankman-Fried, pas vraiment de choses au niveau des news. Ici, les parlementaires aux États-Unis qui veulent faire
de la régulation une priorité, la régulation crypto, et de faire des États-Unis un endroit pour l'innovation blockchain. Alors ça, c'est assez important au sens où j'ai pas lu l'article, mais c'est pas forcément ici la question. Enfin, je vais le lire parce que sinon ça serait pas complet de vous en parler et de pas le lire. Ok, alors plus ou moins rien de nouveau. Peut-être dans les tuyaux, donc c'est French Hill qui est un parlementaire, je pense que c'est Arkansas, qui dit que oui, ils explorent la piste d'un ETF spot, donc d'un produit dérivé boursier basé sur l'achat au spot, c'est-à-dire qu'il y aurait vraiment, ici vous avez des ETF comme le CME, le Chicago Mercantile Exchange ou autres, où vous avez d'autres véhicules, mais qui sont pas réellement des ETF spot, comme Grayscale, etc. Là, en gros, ils regardent ça. Et puis également un amendement sur les stablecoins, ce genre de choses, mais ils veulent que les États-Unis soient effectivement un point d'innovation important pour la blockchain. Et c'est très important ici de comprendre que ça y est, d'une certaine manière, c'est un petit peu gagné, au sens où les cryptos deviennent un enjeu électoral aux États-Unis, et ça j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, mais c'était vraiment pas gagné au départ. Il y a eu énormément de FUD autour de tout ça, etc. Mais d'une certaine manière, ici vous le voyez, par exemple, on a repris le prix depuis FTX, et c'est un signal important que finalement ce type d'événement, la crypto conserve une forme de popularité. Et il faut comprendre ici qu'un quart des Américains qui gagnent plus de 100 000 $ à l'année ont des cryptos. Donc du coup, désormais, le fait d'en détenir fait que vous avez une voix, le fait de tout simplement aller voter, et du coup, eh bien, finalement, les parlementaires et les politiciens ne peuvent pas faire sans. Ils ne peuvent plus bloquer ce système qui peut-être potentiellement, je dis encore une fois potentiellement parce que rien n'est sûr, peut du coup garder une adoption graduelle. Effectivement, la régulation en crypto, elle est à la fois nécessaire et mal. Le problème, c'est que des gens qui n'y comprennent rien, légifèrent sur là-dessus, et encore que je pense, moi, personnellement, que la plupart des politiciens ne comprennent pas grand-chose à pas grand-chose, donc on les oblige finalement à prendre des décisions. Il y a des gens qui sont des experts qui leur expliquent les choses. La question ici, c'est de choisir les bons experts, bien évidemment. Mais à partir du moment où il y a un enjeu électoral derrière, la manière dont vous avez voté sur une chose ou une autre va vous amener potentiellement à garder un petit peu de latitude sur la manière dont vous allez voter la chose. Donc en l'occurrence ici pour moi, voilà, c'est plutôt la régulation est plutôt une bonne chose. Effectivement, ça fait chier parce que on était sur un système où c'était relativement un peu n'importe quoi, mais c'était aussi ça qui était plaisant quelque part, c'est-à-dire que d'une certaine manière c'était le marché le moins régulé au monde, donc toutes les manipulations et autres choses, les pump and dump, toutes ces choses-là étaient possibles. Au niveau innovation, tout était possible, stablecoin, algorithmique, toutes ces choses-là, etc. Ça a été vraiment un bouillon d'innovation énorme. Et puis là, effectivement, il y a un moment où il faut que les gens soient un peu protégés, qui est un petit peu comme on rentre sur quelque chose qui devient mainstream. Ça peut être dangereux que des gens qui sont un peu mainstream puissent mettre leurs doigts dedans sans réellement comprendre. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que je sais plus, ça m'est passé, mais c'est pas grave, ça me reviendra si jamais. Ça va être une vidéo assez longue, hein, je vous le préviens, on est déjà à 32 minutes. Ici, le Nasdaq qui poste 4 semaines de gains. Tesla qui a sa meilleure semaine depuis mai 2013. Alors là, effectivement, marche très bien pour Tesla. Moi, j'en ai pris un petit peu, hein, j'ai acheté le dip sur Tesla. J'en avais pas, et franchement, on va voir ce que ça dit, mais j'ai pas pris beaucoup, hein, j'ai vraiment pris pas grand-chose. C'était histoire de tremper l'orteil, on va dire. Ici, le calendrier économique, j'en ai déjà parlé. On aura le FOMC mercredi et on aura le ADP Employment Report qui va nous dire un petit peu. Alors, est-ce que c'est décalé au niveau du temps? Ça sera 14h15 et le FOMC, ça sera le soir à 18h, je crois. Hein, si je dis pas de... C'est pas 20h même, 14... Ouais, c'est 20h. À 20h, on aura le FOMC, 20h30 pour la conférence de presse et on aura l'annonce à 20h de combien on va augmenter les taux. Vraisemblablement, il va nous donner un petit 0,25. Hein, là, c'est plus ou moins ce que le marché est en train de pricer. On verra. Après, peut-être qu'il peut nous faire une surprise en mettant un 0,5. Mais on verra ce que ça dit. Et puis on aura le taux de chômage également pour vendredi, avec taux de chômage aux États-Unis. Ce qui a bien pumpé le prix dernièrement, c'est qu'effectivement le marché veut pricer un soft landing, c'est-à-dire un atterrissage en douceur, une réduction de l'inflation, mais cela sans récession majeure. On va dire quelques petits mois peut-être de difficultés et de ralentissement de la croissance, mais
pas forcément ici une récession majeure. Si le marché veut faire ça, laissons-le faire ça. C'est pas la peine de shorter un truc qui monte, ça ne sert à rien. Si le marché a envie d'aller dans cette narration, il faut aller dans son sens, tout en prenant ses précautions, bien évidemment. Et le moment où il y aura une opportunité de short, le marché nous le dira. Ici, le S&P 500 qui va bientôt faire sa Golden Cross, c'est-à-dire quand vous avez le croisement, je crois que c'est MA200, MA50, il me semble, en daily. Qu'est-ce que ça veut dire pour les stocks, etc. Donc je suppose qu'il y a des statistiques ici sur à chaque fois qu'on a une Golden... Je sais plus si j'ai l'abonnement à MarketWatch. Ouais, non. J'ai arrêté mon abonnement à MarketWatch. Bon, c'est dommage. Ça aurait pu être intéressant. Et puis sur les earnings, qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine, donc à partir de lundi. On n'a pas grand chose lundi, je crois, j'avais regardé. Ah, excusez-moi, il y a mon fiston. Eh ben alors tu dis bonjour à YouTube. Ok, donc les earnings pour lundi, eh bien, pas grand-chose. En tout cas, j'ai l'impression, bon, LG, voilà, des compagnies un peu tech. Globalement, ExxonMobil et Pfizer, McDonald's, donc on va dire plutôt de la tech et de General Motors, etc., du gros Dow Jones, quoi, de la grosse action bien industrielle. McDonald's, voilà, des grosses actions, et puis Exxon qui sera par rapport au pétrole, donc ça sera pour mardi, si je me trompe pas. Et puis ensuite, mercredi, je pense qu'on a du lourd. Next week, ouais. Mercredi, je pense qu'on a du lourd, puisque je pense qu'on a... alors, pourquoi il ne me met pas tout lundi, mardi donc, samedi, excusez-moi, hein, du coup, on va prendre mercredi, voilà. Mercredi, on aura Meta... Alibaba dans tout ce qui est un peu tech chinoise, donc Meta c'est Facebook, hein, bien évidemment, et je crois qu'il y a autre chose aussi ce jour-là. Non. Et puis ensuite jeudi. Mercredi, jeudi. Jeudi, on aura Apple et Google et Amazon. Voilà, donc les trois, on aura les AFAM, AAA, les AAA. Donc voilà, du coup, on aura ici pas mal de grosses tech pour, excusez-moi, oui, jeudi prochain, et on l'a dit, donc mercredi, Meta. Donc voilà, de la grosse tech qui va publier, ça peut, bien entendu, potentiellement faire bouger S&P 500 et Nasdaq, puisqu'ils ont un poids dans ces indices qui est relativement énorme. La liquidité, qu'est-ce qu'on a liquidé hier? On a liquidé 81 millions, donc une journée plutôt normale. La même chose sur Ethereum que sur Bitcoin, à savoir la moitié de la totalité de l'Open Interest. Personnellement, moi, c'est les deux paires que je trade beaucoup parce qu'elles sont extrêmement liquides, donc du coup, ça évite voilà, des gros événements de liquidité, des carnets d'ordre vides où vous avez des mèches qui font mal. Donc pourquoi pas. En l'occurrence, moi c'est vraiment voilà les paires que j'aime bien trader, surtout que on dit souvent quand vous tradez quelque chose, quand vous tradez un marché, il faut toujours trader le leader. Je pense que c'est Warren Buffett qui disait ça, au moins pour avoir un œil dessus, parce que c'est lui qui va vous donner tout simplement la direction. Donc parfois quand j'ai des points intéressants sur Bitcoin, et ben du coup je fais un trade sur une altcoin un peu plus exotique, parce que je pense que Bitcoin va aller dans tel ou tel sens. Carnet d'ordre, on l'a fait hier, on a déjà fait une étude assez poussée du carnet d'ordre hier. Liquidité, bon bah je vous l'ai expliqué avec les SFP, hein, plus ou moins. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais remettre à jour ici, je sais pas si c'est le cas. Voilà. Donc liquidité, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, vous voyez qu'on est allé chercher 2 bornes. Ici, j'avais 3 bornes ici en bas. Je pense que j'avais fait une update hier, mais c'est pas grave, on va la refaire. Et 2 bornes en haut. D'accord. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, effectivement, on a eu ce que j'appellerais un événement de liquidité, c'est-à-dire que théoriquement, si les 3 droites se suivent, c'est plutôt normal. Et ici, en l'occurrence, vous voyez qu'on a augmentation du prix, augmentation de l'open interest et baisse du funding. Donc ça veut dire qu'il y a plus de shorters qui sont rentrés, puisque ici, on devrait fermer théoriquement du shorter, donc le funding devrait augmenter, mais là, en l'occurrence, il baisse. Donc là, il y a un événement de liquidité qui est intéressant. Vous voyez qu'on est venu derrière faire le mouvement. Et puis, est-ce qu'on a d'autres événements de liquidité? Vous voyez que là, ça se suit plus ou moins.
Ici, j'ai plus de longueur qui était rentrée sur cette histoire, puisque tout simplement, vous voyez qu'on est à plat ici, mais on monte ici, donc c'est des ouvertures de longueur ou des shorts qui ferment les leurs. En l'occurrence, le prix est plutôt descendu, donc pour moi, ça, c'est entre guillemets réparé. Ici, vous voyez que ça se suit pas mal jusqu'à ici, on va dire, où là, il y a un petit événement, c'est effectivement, et bien tout simplement, on devrait théoriquement fermer du short, et en fait, on ne le fait pas, donc ça veut dire qu'il y avait du shorter. Donc pour moi, ce top-là a continué d'être shorté à un moment donné. On peut estimer que c'est le cas. Ici, on ferme énormément de mouvements, mais vous voyez qu'on ferme énormément de positions qui théoriquement sont des positions longues. Pourtant, l'open interest reste stable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on avait ici toute une armada de longueur dans l'histoire qui était rentrée sur ce mouvement-là. Vous voyez qu'on est venu réparer ça. Je vous laisse quand même le point ici pour voilà, avoir une idée un petit peu de... ici, on augmente dans les deux sens. Petit événement de liquidité ici qu'on pourrait éventuellement voir comme... alors, soit ça serait une entrée assez forte de longueur aussi sur ce point-là, ce qui est vraiment... Oui, ça serait ça, oui. Ensuite, ici, est-ce qu'on a du short? Non, pour moi, les trois suivent. Ici, on a quoi? On a une augmentation de l'open interest, donc j'ai plutôt du long également. Sur toute cette figure-là, on est plutôt longué. Ici, il y a un événement, effectivement, où le funding descend énormément d'un coup. Alors, effectivement, on peut le voir comme de la fermeture ici de longue. Mais également sûrement du shorter là-dessus, puisque l'effet sur le funding est quand même assez abrupt. Et vous voyez que si je zoome, entre guillemets, la chute se passe quand même après. On n'est pas pile... Oh, quoi... Non, on est... Si... Oh, oui, ouais, plus ou moins. Il faudrait regarder en une minute. Histoire d'être vraiment précis. Si la chute se fait quand même... plus ou moins en même temps, donc puisqu'il y a un petit lagging, hein, bien évidemment, sur le funding. Donc voilà, est-ce que ça c'est du long ou pas? On va le mettre en trétillé, comme ça on n'est pas sûr, mais on a quand même l'info. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ici j'ai un événement de liquidité aussi, c'est-à-dire que j'ai une descente du prix, l'open interest reste stable, et ça augmente ici de ce côté-là. Qu'est-ce que ça veut dire? On est plutôt longué sur cette descente. C'est ce qui, je pense, a provoqué cet événement de liquidité ici, enfin cette prise de liquidité, on va dire plutôt, au 22,81. Ici, on est stable, on augmente et on augmente, donc même chose, j'étais fortement longué là. C'est pour ça que le prix fait ce petit événement de liquidité encore une fois. Prise de cette poche, on va dire. Donc globalement, on peut estimer qu'on est toujours longué ici à ce stade. Donc ce qu'on va faire, c'est que le point qui avait été pris là-bas, on va tout simplement juste le décaler ici. Ensuite, ici, j'ai beaucoup de contrats qui rentrent. Bon, le prix, certes, fait une montée aussi, mais là, normalement, je devrais théoriquement monter également sur l'open interest, puisque je ferme du short. Vous avez compris le système maintenant. Et c'est pas le cas. Donc, je ne ferme pas ces fameux shorts. Ça veut dire qu'effectivement, on est assez fortement longué sur ce niveau-là. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici une diminution des contrats avec le prix, mais quelque chose qui reste flat de ce côté-là. Donc théoriquement, on devrait fermer du long, mais pourtant, en fait, au niveau du funding, on voit qu'il s'en rajoute. Donc on a été longué sur ce niveau-là. Je fais à la cool, hein, c'est le week-end, on va pas... Ce qui explique évidemment ce remouvement de prise de liquidité. Est-ce qu'on a toujours été longué à ce stade-là? Donc diminution du nombre de contrats, diminution du prix, mais le funding reste stable, même chose. Ici, forte augmentation dans tous les sens. Donc effectivement, ici, en l'occurrence, on devrait théoriquement avoir un funding qui augmente. Ça n'est pas le cas, donc ça veut dire que j'ai du short qui est rentré sur le dernier mouvement. Donc là, c'est relativement propre, entre guillemets, même si on a des événements de liquidité et qu'on peut les identifier. Mais vous voyez que globalement, les plus hauts sont... Alors, c'est pas le cas ici, hein. Par contre, vous ne cherchez pas à ce qu'on aille prendre ici des points de liquidité. Maintenant, pour moi, le sentiment ici, vous le voyez, semble plutôt long à ce stade. Donc, on pourrait ici imaginer, en fonction de la liquidité, d'aller chercher à minima ces deux points-là. Donc, de reprendre les 22,8. Et si on revient faire un tour sur le prix, peut-être qu'on aura ici un petit peu plus d'informations sur le reste. Ici, sur la chart de iBlock, iBlock avec qui on a un partenariat aussi, si vraiment vous tradez beaucoup, ça peut être intéressant d'avoir ces poches-là. Globalement, on n'a pas énormément ici sur ce dip-là, vous le voyez fermé, on a plutôt du long qui s'est rajouté, donc ça apparaît peut-être plutôt un mouvement vers le bas aussi. Jolie zone de liquidité à venir prendre quand même aux 24 000. Vous le voyez là, là où c'est dense, là. Donc ça également, ça nous dit effectivement des choses. Sur Ether, c'est un peu plus shorté.
Je ne sais pas si ça a évolué depuis. Oui, c'est encore plus shorté qu'hier. Et effectivement, il est possible ici qu'Ether fasse peut-être son mouvement de liquidité à l'inverse de Bitcoin, ou à un moment où Bitcoin latéralise, et bien que Ether fasse un joli pump dans la foulée. Donc peut-être que prendre en ce moment des trades plutôt sur Ether que sur Bitcoin, si vous êtes long, vous donnera un meilleur rendement. Ici, sur la 12 heures, on va regarder une autre manière de regarder les choses. Vous voyez qu'on a été fortement longué là, ici. C'est ce que je vous expliquais aussi quand on regardait les liquidités depuis sur les 12 dernières heures. Vous voyez que ça s'est pas mal forci. Donc ça appellerait plutôt à venir chercher en bas de la figure globale, la grande figure. Et ici, même chose sur le 7 jours où là, pour le coup, on a vraiment quelque chose à prendre autour des 22 000. Donc pour moi, le prochain mouvement à prendre, enfin, prochain mouvement, c'est pour du trading, bien évidemment, ça serait potentiellement un 22 vers 24. À 22, on est sûr que le sentiment va potentiellement s'inverser. Et donc, du coup, voilà, tout ce qui est sous les 22,3 est bon à prendre, je pense, pour un long. Effectivement, 24, 25,2 serait la prochaine target. Mais pour moi, et c'est ce que j'expliquais dans la vidéo d'hier aussi, ça va être compliqué si on nettoie pas, et c'est comme ça que se crée une figure bullish, tout simplement. Désolé, c'est le week-end, j'y vais doucement, c'est pas la peine de se faire mal ici. On est là, voilà, on va y arriver. Tac, on va se remettre en log. Et on va se mettre en 30 minutes. Hop, voilà. Donc du coup, en gros, pour conclure cette vidéo, d'une manière générale, ici, établir une figure bullish, il va falloir, à mon avis, prendre la liquidité là-dessous. C'est-à-dire 22,3, sous les 22,3, une fois qu'on aura nettoyé ça, on pourra effectivement faire ce mouvement au 25. Pour le moment, on est un peu trop chargé en longue, et le sentiment sur le haut de la figure ici est peut-être un peu trop long. Néanmoins, c'est pas incroyable non plus. Je sais pas si vous me suivez, mais bon, là, vous voyez on reperce, si on prend ici, par exemple, cette zone-là, cette diagonale, on va nettoyer un peu cette diagonale là, ça voudrait dire réintégrer cette figure là et potentiellement travailler quelque chose de plus gros. Ça pourrait être par exemple un gros élargissement, et ici vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, en général les élargissements, il y a une rotation partielle très souvent, et alors ça s'appelle un élargissement symétrique de sommet. Vous voyez que je l'anticipe, là on n'est pas forcément ici dans ce type de figure, mais je l'anticipe vraiment beaucoup. C'est très voilà, on a fait ici, vous le voyez, plutôt une zone médiane dans la figure, donc assez souvent les élargissements symétriques de sommet c'est comme ça, finalement, c'est que des prises de liquidité consécutives, vous le comprenez, un élargissement, c'est exactement ça. Ensuite, une rotation partielle, parce que finalement, c'est une figure bullish. Je pense qu'un élargissement symétrique de sommet, c'est pas une figure extrêmement fiable, au sens où je crois qu'il pète. Je crois que c'est 54% de chances de péter à la hausse, donc c'est plutôt bull, mais c'est pas énorme, on n'est pas sur des 60-70% comme d'autres figures, par exemple. Voilà, à voir si c'est ça qui va se mettre en place. En tout cas, si on voit ici que on a effectivement quelque chose qui vient chercher ce SFP-là, où on passe très légèrement là-dessous, on mèche à peine, en 2 heures ou 4 heures, on a juste une mèche, et là on réintègre. À ce moment-là, c'est un signal fort que on peut éventuellement revenir à minima jusqu'au 23,5 ici, potentiellement 24, et potentiellement 25,2. 25,2, c'est un point vraiment correct, je pense, ici, de TP, si jamais on a ces mouvements-là. Si jamais, ici, on fait notre rotation et qu'on veut pas réintégrer la figure précédente, si tant est que ça soit la figure précédente, c'est-à-dire que pour moi ici on est plutôt dans une figure dans son ensemble, il faut le voir comme une figure. Certains pourront appeler ça un range, mais ça serait, moi je trouve ça très du coup, si on appelle ça un range, ça veut dire qu'on range à peu près 90% du temps de ce que font les marchés. Il vaut mieux avoir une lecture un peu plus fine, je trouve, et plus intéressante, de dire, en fait, c'est une flat, c'est un élargissement, etc., etc. Ça va donner plus ça va donner plus de pertinence au sujet que vous évoquez. Voilà, j'ai déjà fait 50 minutes et j'en suis désolé. Il y avait un gros sujet aujourd'hui, c'était le CPI. Je pense que c'était intéressant. Encore une fois, si vous aimez bien la chaîne, etc., n'hésitez pas à Bybit ou BitGet. C'est vraiment la chose qui peut faire que cette chaîne continue. Donc du coup, voilà, il faut que cette chaîne ait un modèle économique à un moment donné. Sinon, ça va être compliqué d'être aussi régulier tous les jours, etc. Et en l'occurrence, pour vous, le meilleur moyen de le faire serait potentiellement soit de recréer un compte, soit de créer un compte. J'en profite
profite également pour dire que vous pouvez venir sur la section affiliés qui se trouve ici sur le Discord et qui en l'occurrence eh ben, vous permet, la section affiliée elle est là, d'avoir des charts, etc., toutes ces choses là, mais également d'avoir accès à des airdrops tout simplement. Des airdrops, c'est pas vraiment des airdrops, c'est plutôt des giveaways d'ailleurs, des giveaways. Ici, on sera particulièrement attentif à cette figure-là. Peut-être que c'est pas un biseau, peut-être que ça va s'élargir, on ne sait pas encore, etc. Mais en tout cas, voilà, pour moi, est-ce qu'on va s'arrêter là? Est-ce que par contre, on va nettoyer ce qui est en train de se faire ici sur la descente un petit peu et ensuite nous redonner une vague supplémentaire? C'est là que tout ce qui est un petit peu héliotisme, ces choses-là peuvent vous aider à appréhender la vague suivante. Cela dit, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. La question du jour, question à la con, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, elle sera sur... elle sera sur mon suite. Dites-moi de quel film est issu ce t-shirt. D'ailleurs, c'est pour leur faire de la pub. C'est un site super qui s'appelle Last Exit to Nowhere. C'est en Angleterre et vous pouvez acheter des super pulls issus de marques donc qui n'existent pas dans la vie mais qui sont sortis de films. N'hésitez pas à aller voir ça. C'est pas du tout pour le coup sponsorisé ou quoi que ce soit, mais je trouve que ça, l'idée est vraiment très bonne. C'est-à-dire, je sais pas, Skynet pour voilà toutes les choses autour de... Du coup, on en fait une longue, hein, on va pas se... Voilà, en gros, vous avez ici tout, on va prendre ici des sweats. En gros, c'est que des Tyrell Corporation, vous voyez, que des choses qui sont issues de films. Ils ont... Je sais pas s'ils ont déposé les marques ou pas, mais en gros, c'est que des suites qui sont issues de films comme le Overlook Hotel, par exemple. Vous voyez, Jaws ici. Voilà, Overlook Hotel. De films cultes, et ils ont donc du coup sorti les suites qui correspondaient à ces... j'ai du mal, hein. Ils ont sorti les suites qui correspondaient à toutes ces marques qui n'existent pas. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur la crypto. Suivez bien le prix, là on est en train de prendre une petite poche de liquidité d'ailleurs, donc on va voir ce que ça dit à partir de là pour la suite. Entre guillemets, on est en train de travailler là ce petit verrou là, donc voilà, est-ce qu'on va revenir ouvrir la porte un petit peu en bas, est-ce qu'on va venir chercher la liquidité qui est là, ce qui correspondrait ici à venir aussi se faxer plus ou moins dans une zone où il y a effectivement également des petits SFP, des petits trades SFP à prendre. Pour moi le trade ultime il est encore une fois sous les 22,3. Je vous laisse là-dessus, je vous arrête de vous embêter, je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain pour une nouvelle météo, ça sera dimanche demain, donc je pense qu'elle sera relativement courte puisque je dois faire une petite balade avec les gamins, etc. Ce genre de choses. Donc je vous laisse là-dessus. Portez-vous bien et on se retrouve demain.